En Afrique, on ne peut jamais parler de développement sans parler de comportement. Je sais que beaucoup pensent que l'Africain est mature et peut faire ce qu'il a envie de faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Je sais que vous êtes vexés. Souvent, on n'aime pas entendre des vérités qui dérangent, mais c'est la vérité. Quand vous allez chez le docteur, avec votre plaie pourrissant, vous ne dites pas, monsieur le docteur, touchez pas à ma plaie parce que ça fait mal. Soit on touche à la plaie pour la guérir, bien on la touche pas et elle pourrit. C'est à vous de choisir. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Et moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Le plus important est que Ibrahim Traoré l'a compris, autant que beaucoup d'autres grands avant lui. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement chez l'Africain. L'Africain, en général, vous lui accordez un peu trop de liberté, pour vous faire ce que lui a envie que vous fassiez en tant que président de la République. Il prendrait de la merde, de son bébé et le mettrait à votre visage. Monsieur le président, vous ne faites pas votre travail correctement. Et si on l'arrête, il dit, c'est ma liberté d'expression. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Voilà, il faut chicoter quelquefois, il faut crawler, il faut... Voilà, ça se passe au Burkina Faso. Merci à tous d'être là, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, je vous demande de faire ça s'il vous plaît. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, on y va. On suit et on commente. C'est au Burkina Faso. Ce jeudi 17 juillet 2025, à la patte d'Oie de Ouagadougou, la brigade civique Labal était en opération. Ok, la brigade civique Labal est en opération. On va l'expliquer très fermement, très simplement. C'est une brigade qui a été formée le 18 juin 2025. En effet, le mot Labal est un mot peul qui signifie droiture, honnêteté, probité. C'est une brigade, évidemment, qui a pour objectif de promouvoir le civisme, l'ordre public, la salubrité et les valeurs citoyennes. Vous voyez de quoi je parlais? On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. On a même fait une brigade pour gérer les comportements des gens. Regardez, au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Il n'y a pas de développement en Afrique si on n'a pas encore géré le comportement. Voilà pourquoi vous voyez j'ai envie de dire ça, mais je me calme, qui sont toujours là sur Internet en train de publier, de tweeter des bêtises, des gens en costume cravate, mais en train de tweeter des insalubrités mentales, suivant la brigade Labal. Sous la conduite du lieutenant de police Ouseni Kondombo, l'unité mène une journée de sensibilisation pour promouvoir la propriété, le respect de l'espace public et la discipline citoyenne. Promouvoir la propriété, le respect de l'espace civique et la discipline citoyenne. Vous voyez encore, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Donc, monsieur Ibrahim Traoré est en train de combattre dans plusieurs fronts. Il y a le front militaire, il y a le front intellectuel et il y a le front moral. On comprend que l'être humain est à plusieurs... Continuons, je vais commenter après. Ok. Dans ce secteur, les infractions sont nombreuses. Occupation anarchique, raccordement d'eau usée dans les caniveaux, déchets déversés à ciel ouvert. Des pratiques contraires à l'esprit de la révolution populaire progressiste portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les consignes tombent: nettoyer, remettre à l'état, désencombrer. La brigade intervient à l'intérieur des cours, traque les branchements sauvages, démantèle les kiosques sur les caniveaux et rappelle à chacun ses responsabilités. Il lui dit, est-ce que ça semble normal que tu jettes des bêtises comme ça? Regardez cette insalubrité. Ça commence dans la tête. Est-ce normal ce que tu es en train de faire? Madame, regardez, est-ce normal de jeter des ordures comme ça? On fait appel à sa conscience. Est-ce normal de faire ce que vous faites là comme ça? Comment peut-on parler de développement si vous ne gérez pas les choses les plus élémentaires? Continuons. Hein? Vous seulement? Vous seulement? Il n'y a pas d'autres personnes dans le coup là. Donc commencez à ramasser. Allez-y. Le monsieur est intimide, hein? Faites vite. Oui? On va ramasser. Va ramasser petit. Mais ramasser. La brigade Labal est venue trouver que notre emplacement est sur le caniveau et c'est pas normal. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'enlever et c'est pour cela qu'on est en train d'enlever. Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et autres. L'eau ne peut pas... Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et l'eau ne peut pas circuler. Donc c'est à peine maintenant qu'ils ont compris que c'était pas normal. Vous savez, quelquefois, la conscience voit ce qui se passe. Mais parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de pousseur derrière. On oublie ses responsabilités. Vous savez, les gens comme Messi ont eu besoin des coachs. Vous savez pourquoi? Les gens comme Mark Tyson ont eu besoin d'un coach.
Est-ce que vous pensez que le coach de Tyson aurait pu battre Tyson dans un combat? Non, absolument pas, c'est pas possible. Mais Tyson avait besoin d'un coach pour la discipline, pour le rappeler, monsieur, il faut te lever, il est 4 heures du matin, il faut aller courir. Il faut lui dire à monsieur, écoute, tu es fatigué, mais il faut persévérer. Mais le coach lui-même, si on lui disait de faire ça, vous pensez qu'il serait capable? Non. Alors cette dame burkinabé dit, nous sommes conscients que le caniveau là n'a pas lieu d'être. Ça pourrait créer des problèmes. Mais le fait que cette brigade est là aujourd'hui pour nous rappeler à la conscience, parce que l'être humain se fatigue vite en termes de conscience. Nous rappeler à la conscience. Continuons notre histoire. La brigade, l'appel est venu nous voir. Ils nous ont expliqué que bon, nos boutiques ont dépassé le fossé. Voilà, donc nous on est là ce matin pour essayer de reculer les boutiques. Monsieur Compaoré, gérant de commerce, c'est un monsieur qui a fait l'école, d'accord? Gérant de commerce, mais réalise que on ne peut pas avoir de développement sans parler de comportement. Monsieur Compaoré est instruit, hein? Regardez-le, c'est quelqu'un de responsable, n'est-ce pas, comme les Africains me disent. Mais il réalise qu'on ne peut pas avoir de développement sans comportement. Continuons. Pour que ça ne soit pas le problème, qu'à tout moment on doit essayer de recycler les fossiles pour que les fossiles ne soient pas bouchés. Donc on est là ce matin pour ce travail-là. Donc j'invite tout le monde à faire comme nous. Voilà, j'invite la population à coopérer, à essayer de voir. Voilà, c'est pour notre bien de reculer les boutiques. Ok, c'est pour notre bien. C'est aussi simple que ça. Comprenez la réalité. Cette réalité n'est pas une réalité burkinabé. Cette réalité n'est pas une réalité burkinabé. Les Africains, en général, ont beaucoup de bêtises en commun. Je ne dirais pas les mêmes bêtises, parce que ce serait un peu trop simpliste. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans la crasse, dans la saleté, même mentale et intellectuelle. Des impolis, des gens qui sont... On se calme. C'est dans beaucoup d'endroits. Donc, ce qui se passe ici au Burkina Faso n'est pas limité au Burkina Faso. Ce qui est limité au Burkina Faso, c'est la création peut-être de cette brigade, la balle, qui a pour objectif de tirer les oreilles de ces Africains. Continuons. On vous parlera aussi d'un pays qui fait beaucoup de travail dans ce gars. Bonjour. Comment vous allez? Bonne matinée. Ok. Quand vous... Il a commencé bonne matinée, très poli. Voilà. Moi, je suis très fond des Burkinabés. Hein? Je ne sais pas si ça a été mon expérience à moi, parce que bon, ça a été court peut-être. Mais je suis fond de Burkinabé. Comment ça va? Bonne matinée. Avant de... C'est pas... Toi, idiot, pourquoi tu mets ta voix? Non. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonne matinée. Bon, certaines personnes diront c'est parce qu'il y a la caméra. On ne sait pas, mais continuons quand même. Quand vous regardez votre garage, avec les 6 mètres là, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? Voilà. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, nous vous donnons jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. 13h pour dégager tous ces véhicules-là. Ok. Voilà. Très poliment. Ça ne va pas souffrir. Parce que vous occupez les 6 mètres là. Quand vous regardez, est-ce que c'est joli? Ce n'est pas joli. Donc vous avez jusqu'à 13h. Est-ce que, quand tu regardes, est-ce que c'est un militaire, hein? Vous avez déjà dealé avec des militaires. Partez dans certains pays, vous serez choqués, comme le Cameroun. On va vous traiter comme un chien. La République démocratique du Congo. Regardez comment le monsieur est en train de parler. Il me dit pas, je suis militaire. Tu me connais, toi? Enlève ton camion, non? Il dit, bonjour monsieur, bonne matinée. Quand vous regardez là, est-ce que vous voyez? Regardez, l'éducation nationale est une réalité. L'éducation d'une nation est une réalité. Une nation peut avoir une couleur d'éducation. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un en train de parler, vous ça c'est un mort vivant, on l'a pondu, on l'a vomi ou on l'a chié. C'est ça, c'est l'éducation. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir en public. Mais regardez, c'est un militaire avec autorité. Ok? Contrairement à beaucoup de militaires dans certains pays africains où on voudra directement vous montrer que c'est moi le chef ici. Parce que dans certains pays, vous verrez, le militaire, le civil appelle le militaire comment? Chef. N'est-ce pas? Hein? Chef, bonjour chef. Non, chef. Non, il n'est pas ton chef. Comment il est devenu ton chef? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Mais le monsieur dit, bonne matinée. Ça va? Est-ce que vous voyez, vous avez vu ça? Vous voyez, n'est-ce pas? On vous donne jusqu'à 13h. J'aime mieux leur accent. À 13h. C'est jusqu'à 13h. Il faut enlever ça. Avec politesse. Donc, le message est passé sans brutalité, sans taper sur quelqu'un, sans crier, sans appeler la mère de quelqu'un. Continuons. Voilà. Si à 13h, si nous on revient et que ce n'est pas dégagé, bon, ce qui va arriver, vous allez voir ce qui va arriver. Ok. Bon, ce qui va arriver, vous allez voir ce qui va. Il n'a pas dit, je vais te tuer, je vais te tirer dessus, on va te montrer que tu es civil. Toi, civil, non. Ce qui va arriver, ça va arriver. Quitte à vous de réaliser que ça risque d'arriver ou pas. Continuons. Ça ne doit pas souffrir. Vous savez que ce n'est pas légal. Ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Voilà. Donc nous voulons que vous dégagez les véhicules là et que vous laissez les 6 mètres là proprement dit. Laissez les 6 mètres. Parce que votre garage, la limite de votre garage n'est pas les 6 mètres là. Donc
Il n'y a pas question que vous occupez les 6 mètres pour garer des véhicules. Mais je suis en train d'expliquer en long et en large. Non, il n'y a pas de... Toi là, non. Beaucoup d'Africains ont beaucoup de choses à apprendre des Burkinabés. Il faut le dire. Okay? En termes d'éducation, il y a beaucoup d'Africains qui ont beaucoup de choses à apprendre des Burkinabés. En termes d'humanisme, nombreux Africains, surtout francophones, ont à apprendre beaucoup des Burkinabés. Okay? En termes de respect, regardez comment un militaire s'adresse à un civil. Il commence pas toi civil. Non, le civil se sent à l'aise en train de parler à un humain avec qui on peut parler et discuter. On vous donne jusqu'à 13 heures pour faire ce qu'il y a à faire. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas unique au Burkina Faso. Le Rwanda. Au Rwanda, chaque dernier vendredi du mois, tout le monde vient dans les rues pour nettoyer. Okay? Tout le monde dans chaque quartier vient dans les rues pour nettoyer, pour enlever la crasse, la saleté, la boue et tout le bazar, déboucher et tout ça. Ça donne un sens de responsabilité. Dans vos pays, vous pensez que c'est le travail des pauvres, n'est-ce pas? C'est ça la mentalité que vous avez. Vous pensez que ce sont les pauvres qui doivent nettoyer. Et vous ne comprenez pas qu'en permettant à ce que tout le monde vienne travailler, d'abord on crée un vrai sens de communauté. C'est-à-dire tout le monde dans chaque quartier, même si vous ne parlez pas aux voisins, vous serez obligé de dire bonjour aux voisins pendant que vous travaillez ce vendredi-là. Et dans chaque quartier, que vous soyez noir ou blanc, étranger, touriste, tout le monde participe. Secondo, quand il y a un intrus, il y a une personne qui n'est pas censée être là, on est au courant, on se connaît. Ça crée un vrai sens de communauté. Ça crée un sens de responsabilité. Vous ne balancez plus les bananes, la peau des bananes, comment vous appelez ça? Vous ne balancez plus la saleté, vos préservatifs usés dans les rues, parce que vous savez que c'est vous qui allez ramasser ça, et vos enfants. Félicitations au Burkina Faso. Un projet de loi crée la controverse au Sénégal. C'est chaud, c'est moulant, c'est estatique. Incroyable. Le Sénégal s'apprête à débattre à l'Assemblée nationale le 18 août 2025 un nouveau projet de loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, c'est une loi qui existe déjà, mais il y a amendement, il y a autre chose qu'on rajoute. C'est une loi qui impose à ceux qui ont des positions fortes en société de pouvoir déclarer leurs biens avant d'assumer leurs. Pourquoi on le fait? Évidemment, en Afrique, vous savez, la politique est un moyen d'enrichissement, pour beaucoup de personnes en tout cas. Et nombreux Africains aujourd'hui ne veulent plus faire l'ingénierie ou les commerces. En effet, ils veulent tous devenir politiciens dans l'espoir de pouvoir s'enrichir un jour. Et au Sénégal, on ne veut pas de ça du tout. Le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine a été introduit par le ministre de Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, lors du Conseil des ministres en juillet 2025. Alors, quels sont les objectifs concrets de ce projet de loi? Numéro 1. Élargir le nombre de responsables publics tenus à déclarer leurs biens afin de renforcer la transparence et lutter contre la corruption. Donc, avant d'entrer en office, il faut déclarer ce que tu as déjà. Et à la sortie, on va vérifier pour essayer de s'assurer que c'est représentatif de ce que tu as déclaré. Pour évidemment éviter ce que vous voyez généralement dans les républiques bananières, une personne qui, du jour au lendemain, entre en politique et a des immeubles. Pas au Sénégal. Numéro 2. Abaisser le seuil financier à partir duquel la déclaration est obligatoire. Avant, par exemple, les gestionnaires de plus de 1 milliard de francs CFA ou encore ceux qui avaient 1 500 000 $ devraient déclarer ce qu'ils avaient. Cela a été rabaissé à 500 millions de francs CFA ou encore 750 000 $. Bon, la loi est simple. C'est une loi simple. Évidemment, il faut l'examiner, mais c'est une loi simple qui essaie d'attraper tous ceux qui sont des voleurs pour éviter de saigner la nation. Ceux qui doivent déclarer leurs biens sont le procureur de la République, les juges d'instruction, les élus locaux. Les élus locaux sont comme les maires, les conseillers principaux, les conseillers de département, toutes ces personnes-là qui sont chargées des histoires locales comme la route, les marchés, les écoles, la santé, l'hygiène, la culture. Toutes ces personnes doivent déclarer. Il y a aussi les inspecteurs de finances et les dirigeants d'entreprise tels que le PDG. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Excellente soirée à tous. Un PDG doit déclarer son argent, en tout cas, c'est bien. En entrant et en sortant, il faut déclarer pour qu'on sache que monsieur, tu n'as pas volé. C'est une loi qui est claire, n'est-ce pas? Alors, quels biens sont recensés et comment c'est fait? Les personnes concernées doivent inventorier tous leurs biens. Il faut inventorier. Quels biens? Les biens immobiliers, comme maisons, terrains, les comptes bancaires, les avoirs financiers, il faut déclarer tout ça. Les actions et parts dans les entreprises, c'est où que tu as placé l'argent? Les véhicules, les bijoux, les œuvres d'art. Évidemment, les œuvres d'art, c'est une façon de blanchir l'argent le plus facile parce que vous pouvez placer n'importe quel prix sur l'œuvre. Vous savez, il y a des œuvres d'art à 20 millions de $, un truc bizarre là comme ça. Blanchiment d'argent. Les dettes éventuelles, il faut tout déclarer, tout inventorier.
Et à la fin de votre parcours, évidemment, il y aura contrôle et vérification. Qu'est-ce qui va se passer? L'autorité va vérifier la cohérence des informations et peut demander des justificatifs et s'assurer qu'il n'y a pas de fausses déclarations. Donc, tout ce que vous faites là va être examiné, voire comparé et tout le bazar. Bon, la controverse est où? Pourquoi les gens rejettent cette loi? Okay? La loi est rejetée par PASTEF. Okay? Il faut comprendre. La loi apparemment est une bonne loi pour que chaque personne, chaque personnalité qui a de l'argent, qui assume certaines responsabilités au gouvernement, se justifie de son argent. Mais pourquoi on pousse contre cette loi? Ce projet de loi renvoie une exemption pour le président de la République. C'est-à-dire tous ces personnages sont obligés de faire des audits de ce qu'ils possèdent au début et à la fin, sauf le président de la République. C'est-à-dire le président de la République ne sera plus tenu à déclarer ses biens à la fin de son mandat. Une obligation qui existait déjà depuis le passé. Alors pourquoi on change ça? Pourquoi le président peut venir faire ce qu'il a envie de faire et puis repartir sans vérification? Pourquoi c'est acceptable? La loi est critiquée par la partie d'opposition PASTEF. PASTEF est le parti politique d'Ousmane Sonko. PASTEF aussi le parti politique qui soutient le président Diomaye Faye. Pourquoi PASTEF voudrait qu'on ait une loi qui implique aussi le président de la République si le président est de leur côté? Généralement en Afrique, vous voudriez, vous, avoir votre président exempté des recherches, exempté de fouillage et tout le bazar, n'est-ce pas? PASTEF dénonce cette exemption qu'il considère comme une atteinte aux droits constitutionnels, estime que tous les responsables publics, y compris le président de la République, doivent rendre des comptes, surtout en fin de mandat. Il y a aussi Doudou Wade qui a critiqué également le projet, le juge insignifiant tant qu'il ne contraint pas le président sortant à déclarer les biens aussi. Alors maintenant, ce projet de loi n'est pas nouveau, c'est basé sur une loi existante déjà. En 2014, la loi avait été adoptée et imposée sur les déclarations de patrimoine. Mais cette loi, à l'époque, il y avait le président de la République qui était impliqué. La loi concernait tout le monde. Okay, le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres et hauts fonctionnaires. Et à l'époque, il s'agissait de 1 milliard de francs CFA ou 1 500 000 $. Si tu as ça, il faut qu'on fasse des inventaires, qu'on fasse des recherches, qu'on fasse des études. La loi, évidemment, visait à lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics. Maintenant, on veut la changer de 1 500 000 $ à 750 000 $. Ok, et puis, on rajoute d'autres personnes, des PDG, des représentants par-ci, par-là, des représentants locaux, mais on enlève le président de la République. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on joue là? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si la transparence de la gestion publique est cruciale pour prévenir la corruption, pourquoi on veut enlever le président de la liste de ceux qui doivent rendre des comptes? Alors, beaucoup de personnes ont des opinions. Le projet de loi a été proposé par le ministre du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Qui est cette personne? C'est un membre de l'APR. Et l'APR est le parti politique de Macky Sall, l'ex-président de la République. Alors les gens pensent que cette loi aurait pour objectif de protéger l'ancien président Macky Sall. C'est-à-dire l'exclusion du président à la déclaration finale évite d'exposer Macky Sall. Également l'APR a un contrôle d'évolution de son patrimoine après 12 ans de pouvoir. Cela évidemment empêcherait des futures poursuites ou des accusations d'enrichissement illicite. Donc, monsieur aurait changé, d'après les détracteurs, aurait changé cette loi. On va rajouter d'autres personnes qui doivent rendre des comptes, mais on exclut le président. Naturellement, quand le président est là, même si vous ne faites pas partie du même parti politique, tu dirais, bah, c'est une très bonne loi, puisque bon, écoute, désormais, si j'ai envie de tirer un truc là, je pourrais le faire facilement, parce qu'en fin de compte, on ne me demandera pas des comptes, n'est-ce pas? Mais là, quelqu'un a intelligemment repéré, disant, non, je ne pense pas que ce soit adéquat. On veut aussi être contrôlé, même si le président a été soutenu par PASTEF. PASTEF s'y oppose. C'est-à-dire, il faut vous rappeler ici qu'au moment opportun, quand Ousmane Sonko devrait postuler comme président de la République, il était exclu pour des raisons juridiques. PASTEF aussi. Dans ce cas, il fallait trouver quelqu'un d'autre. On a trouvé qui? Monsieur Faye, pour faire la représentation. Mais Monsieur Faye a été soutenu par PASTEF. Il est passé en tant qu'indépendant, pas en tant que PASTEF. Donc le ministre de Budget, proche de Macky Sall, pourrait chercher à protéger l'héritage politique de son camp. Alors ces personnes qui sont tout à fait contre cette loi pensent aussi qu'il y a des choses abusives qui ont été faites par le gouvernement de Macky Sall, y compris l'usage abusif de fonds de Covid-19. 5 anciens ministres ont été accusés de détournement de fonds. Les procès sont en attente. Du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion donc force Covid-19, l'exploitation donc de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Donc les ministres ont été accusés. Vous savez, en Afrique à l'époque, quand Covid a commencé, beaucoup de gens se sont enrichis. Ah oui, il fallait accepter l'argent venant de l'étranger pour réaliser, enfin, il fallait reconnaître qu'il y avait Covid sur place et vous recevez de l'argent. Reconnaissez que votre pays a Covid, vous recevez de l'argent. C'était comme ça. Donc il y a eu détournement et usage abusif
des fonds de Covid dont beaucoup de personnes doivent répondre en justice. On accuse aussi Macky Sall et son groupe de cacher environ 6 milliards d'euros de dettes cachées dont ils ont accumulé lors des registres officiels selon les audits réalisés en 2024. Donc un projet de loi qui a pour objectif de transparence, remettre tout le monde en question, y compris le président de la République. En tout cas, au Mali, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Au Mali, l'armée a annoncé avoir saisi 20 véhicules gonflables. 20 véhicules gonflables. La guerre a changé. Okay, dans le passé, la guerre, c'était fusil. Aujourd'hui, c'est les drones. C'est la malice. C'est le stealthisme. Le Mali a saisi 20 véhicules gonflables. Les véhicules gonflables appartenant à qui? Les groupes armés qui œuvrent dans le pays. Les véhicules gonflables de marque Land Cruiser. Hein? Incroyable. Véhicules gonflables, on dirait une vraie Land Cruiser. Et c'est le genre de technique dont se servent beaucoup de pays, beaucoup d'États qui se respectent, en effet. On met des trucs là, des decoys, des leurres. Ça s'appelle des leurres pour tromper l'attention, tromper la vigilance. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quand il y a un drone, par exemple, qui arrive pour bombarder, le drone, au lieu de bombarder les vrais véhicules, c'est-à-dire les vrais Land Cruiser, le drone ira bombarder les decoys, les leurres. Okay? Les leurres qui coûtent approximativement de tout 500 € à 1200 €, ou dollars si vous préférez, pendant qu'un Land Cruiser coûte beaucoup d'argent. Même si déjà il faut se poser la question de savoir comment est-ce que ces gens-là ont autant de Land Cruiser qui sont connus, nouveaux. Mais le gouvernement malien a pu saisir ces histoires. C'est de ça qu'on parle. Il faut s'adapter. Les gens s'adaptent à la guerre. La guerre a changé de forme. Alors dans toute cette histoire, moi je me pose toujours la question de savoir qui équipe ces gens. Puisque bon, de manière internationale, la loi interdit à n'importe quel pays d'armer les rebelles, d'armer les groupes armés, n'est-ce pas? C'est interdit. Mais il faut se poser la question de savoir, ces gens-là, les rebelles, les terroristes et tout le bazar, qui les arme? Point d'interrogation. Et surtout, ils ont aussi des drones. Secondo, ils ont maintenant de l'heure. Ils ont des véhicules gonflables. Pour faire quoi? L'objectif, c'est quoi? Quand vous jetez les missiles et les attaques par les drones, qu'est-ce qui se passe? Vous dépensez beaucoup trop d'argent avec ça en détruisant des leurres, en détruisant des véhicules gonflables, en détruisant les vraies cibles. Et aussi, de manière très intéressante, il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali actuellement. 45 militaires ont été arrêtés. Ils ont été soupçonnés de vouloir déstabiliser les institutions du pays sahélien. 45 militaires, y compris 2 généraux. Parmi les personnes arrêtées figure le général Abbas Dembélé, un ancien gouverneur de la région générale de Mopti, populaire dans les rangs de l'armée. Donc, un général populaire dans les rangs de l'armée a été arrêté aussi dans cette histoire. Plusieurs militaires ont été interpellés dans la périphérie de Bamako. Et apparemment, parmi les personnes arrêtées, il y aurait aussi une femme générale au nom de Nena Sagara, générale de brigade de l'armée de l'air. Elle a aussi été arrêtée. Donc il y a des femmes qui sont proéminentes dans les institutions. Ah bah j'espère pour elle qu'elle n'a pas été arrêtée pour les vraies raisons. Peut-être qu'il y a eu erreur. J'espère vraiment pour elle. Mais c'est ça. Si vous êtes une femme qui cherche de la motivation liée à l'armée, voilà une femme générale des armées en Afrique. Alors, dans tout ça, moi, il y a quelque chose qui me perturbe, ok? Ce qui me perturbe dans tout ça c'est de voir comment l'Afrique continue de rentrer en arrière. Toujours, c'est toujours les mêmes histoires. Je me pose la question de savoir, l'ennemi de l'Africain, c'est vraiment qui pour de vrai? Qui est l'ennemi de l'Afrique? Qui est le vrai ennemi de l'Africain? Je me pose la question. Est-ce les étrangers? Est-ce vraiment les pays colonisateurs, comme on nous raconte? Ou ce sont les Africains? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre de voir qu'aucun pays francophone ne semble avoir les outillages nécessaires pour avancer la population vers une direction adéquate. Vous êtes d'accord? Les gens justifient, disons, que la mauvaise gouvernance est la raison pour laquelle les Africains ne peuvent pas aller ensemble. Bon, essayons de voir un peu de quoi il s'agit. Pourquoi les gens se lèvent contre Assimi Goïta, qui semble être là pour les bonnes raisons, n'est-ce pas? On a vu comment ils ont repoussé les étrangers, leur demandant de partir. Les Français leur ont demandé de quitter le pays, donner une certaine authenticité au pays. Pourquoi les Maliens, en tout cas certains, en veulent à M. Goïta? Essayons de voir ce que ces détracteurs disent. La première chose, en tout cas, c'est la liste, c'est pas moi qui le dis, je suis en train de lire une liste d'après eux. La première chose, on dit la promesse de transition non effectuée. On va aller rapidement, on va essayer de voir. Donc on parle de promesse de transition non effectuée, insécurité dans la nation, autoritarisme, oppression, pauvreté, climat de peur imposé. C'est un étonnement, c'est une forme d'indignation. Mais une chose est sûre, est-ce que cette situation intervient parce que le peuple malien, parce que la population malienne dans toute sa diversité a décidé de venir ce vendredi sur le boulevard de l'Indépendance pour dire non à la confiscation du pouvoir, pour dire oui à la démocratie, pour dire non à la dissolution programmée des partis politiques?
Parlons de promesses de transition non tenues dont ils mentionnent. Il est évident qu'en 2021, M. Assimi Goïta est venu au pouvoir et après avoir promis de faire une transition, la majorité de gens trouvent que la transition a été prolongée jusqu'en 2024, puis encore repoussée. Et beaucoup pensent qu'il veut rester au pouvoir indéfiniment. Alors, est-ce que c'est vrai? On va essayer de voir, voir qui a raison. Ont-ils raison d'être mécontents par rapport à ça? C'est une réflexion tout à fait logique, ok? C'est normal, quand une personne fait une promesse, on veut voir la personne réaliser la promesse, n'est-ce pas? Ça en va aussi quelque part de sa crédibilité. Tout à fait normal. Seulement, dans certaines conditions, il faut aussi faire l'apparition. D'autres personnes diraient, écoutez, le Mali est en guerre. Comme le Mali est en guerre, il faudrait être patient. En Ukraine, par exemple, il n'y a pas eu d'élection jusque-là, ok? Nous savons qu'en Ukraine, Zelensky, jusque-là, lutte pour les Ukrainiens. Ok, les gens peuvent en dire autant qu'ils veulent. C'est pour ses intérêts personnels, les intérêts de l'Occident. Mais Zelensky, quelque part, jusque-là, n'a pas fait les élections. Nous savons aussi que les États-Unis avaient exigé qu'il y ait changement du corps gouvernemental en Ukraine. Même si Zelensky n'a pas quitté le pouvoir, il y a eu remaniement, changement. Donc, est-ce acceptable chez Zelensky, mais pas acceptable quand c'est fait en Afrique quelque part? Point d'interrogation. Mais le fait que Zelensky le fait, est-ce qu'il faut dire que l'Afrique aussi doit le faire? Point d'interrogation. Alors, est-ce que la question de ces Maliens qui se lèvent, disant que le président Goïta, bien qu'il soit, doit organiser les élections, est illégitime? Point d'interrogation. Alors, il parle d'insécurité. Encore une fois, ce n'est pas moi qui dis, je suis en train de lire ce que les détracteurs de M. Goïta sont en train de dire. Ils disent qu'il y a un problème d'insécurité dans le pays. Problème d'insécurité, d'accord. Soyons logiques. Quand est-ce que le groupe de M. Assimi Goïta a pris le pouvoir? Comment était l'état du pays quand ils ont pris le pouvoir? La question maintenant est celle-ci. On s'attendait à combien de temps pour renverser la vapeur? Combien de temps faut-il en logique pour renverser une situation d'insécurité à une situation normale? Il faut quelquefois beaucoup de temps. Nous avons quand même vu la Russie, excusez-moi de m'en servir encore une fois, dans cette opération spéciale où ils espéraient partir dans quelques semaines et finir. Jusqu'à là, ils sont toujours en guerre. Est-ce que l'insécurité est finie? Pas tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'à Koursk, l'insécurité est totalement finie? Absolument pas. Même si les Russes sont en train de garder. Quittons la Russie, parlons des États-Unis à Afghanistan. Il a pris combien d'années pour sécuriser l'Afghanistan? Beaucoup de temps. Donc, peut-on dire que c'est peut-être la stratégie de M. Goïta, puisque le combat est dur, parce qu'il est dur, de s'organiser, de se battre de sorte à récupérer le terrain, mais ça prend du temps. Alors, y a-t-il des instances où un président reste au pouvoir au-delà des élections parce que le pays est en insécurité? Ce sont des choses qui ne sont pas rares, c'est des choses qui arrivent très souvent. On reproche M. Goïta d'autoritarisme et de répression de la presse et des opposants. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'exprimer contre le gouvernement au Mali. Les gens n'ont pas des choses à dire, les opposants sont jetés en prison. Est-ce une réalité? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Alors d'autre part, on pourrait dire que le Mali essaie de congréguer ses forces, de sorte à être une force directionnelle. Et avoir des opposants qui prêchent la direction opposée pourrait disperser les forces du Mali. C'est-à-dire, à un moment de fragilité, peut-être qu'il est important d'avoir un seul langage contre l'ennemi. Alors, est-ce que ça excuse le fait de jeter les gens qui sont potentiellement innocents en prison? Point d'interrogation. Mais est-ce que les opposants et les détracteurs peuvent se servir du fait qu'on emprisonne des gens pour dire que le président est autoritarien? C'est une possibilité. On accuse M. Goïta d'instaurer un climat de peur, d'arrestation dans l'armée et de silence imposé. Et aussi, on l'accuse de vouloir changer les lois pour rester au pouvoir pour toujours. Maintenant, est-ce qu'on pourrait comprendre comment les gens penseraient comme ça? En tout cas, pour ceux qui veulent voir les choses bouger rapidement, chose qui, quelquefois, ne peut pas être faisable, on pourrait comprendre qu'on veut changer de A à Z directement. On pourrait comprendre pourquoi les gens seraient frustrés. On veut des élections, les choses ont changé. Mais y aurait-il d'autres raisons pour lesquelles, de l'autre côté, on dirait peut-être qu'il faut être patient et attendre? C'est une possibilité. En tout ça, on veut savoir ce que vous pensez. Hein? Vous allez nous dire ce que vous pensez? Ok, non, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez. Et pour ceux qui nous suivent, faites-nous savoir. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement a pu retrouver 20 véhicules gonflables qu'on affirme être destinés aux terroristes? Hein, c'est quoi votre pensée par rapport à ça? Et aussi aux accusations qui sont portées contre M. Goïta. Comment justifiez-vous ce fait? Je vous prie de souligner chaque point. Donc, écrivez point numéro 1, votre réponse par rapport à ça, jusqu'au dernier point. Comme ça, on va tous comprendre de quoi il s'agit. Encore une fois, ceci est une plateforme qui nous permet à tous de réfléchir, surtout dans la fraternité et dans le respect total. On peut avoir des divergences d'idées sans s'insulter. C'est ça déjà le début de la maturité. Un adulte, c'est celui qui peut écouter quelqu'un devant lui s'exprimer, parler de manière contraire à sa façon à lui, sans se fâcher ou s'insulter. C'est ça la maturité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.